journée remplie d'énergie. Mesdames, Messieurs, c'est l'un des objectifs que nous poursuivons dans cette émission Nopiden. La matinale, justement, Mesdames, Messieurs, qui prend le pouvoir à partir de cet instant et ce jusqu'à 8h30. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé. Inutile de dire que vous débordez d'énergie. Ah, mais bien sûr, hein, c'est toujours une joie de savoir que nous allons passer 1h30 avec nos chers téléspectateurs. En tout cas, bonjour chers amis téléspectateurs et bonjour également à vous Alain. Vous l'avez dit, c'est toujours un plaisir et c'est parti pour 1h30 de bonne humeur, de bonnes informations et surtout de débat, Alain. En parlant de débat, Jennifer, aujourd'hui on va dans le quartier des femmes. Bon, les femmes sont les plus concernées, mais on ne va pas dire que les hommes sont innocents. Ah ouais? Ça commence très bien, mesdames, messieurs. Ce matin, nous allons parler de ces casseroles qui se retrouvent vides au marché et qui reviennent à la maison pleines de sauce et de mets. Et oui, vous avez bien compris, il y a certaines femmes qui, pour des raisons que nous ignorons justement, décident donc de ne pas faire la cuisine à la maison et de remplir le frigo de plusieurs repas à l'insu de monsieur. Qu'est-ce qui peut motiver de tels comportements? Quels sont les risques que l'on fait courir à la famille en adoptant des attitudes de ce genre? Nous allons en parler, mesdames, messieurs, dans le plat de résistance avec nos invités qui certainement vont éclairer notre lanterne, Jennifer. Absolument, et ils sont déjà dans ce studio. Nous allons mieux comprendre le phénomène et surtout voir, comme vous l'avez dit, les risques du point de vue sanitaire qu'il peut y avoir. Mais avant ça, Alain, nous aurions certainement visité les merveilles du Bénin. Et oui, vous l'avez bien dit, Jennifer, on va aujourd'hui circuler un tout petit peu dans la ville de Grand Popo pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Peut-être un week-end, ça vous dit, vous pourrez faire un tour, hein? C'est pas loin de Cotonou. On y va. Quelques attraits touristiques de la ville de Grand Popo, mesdames, messieurs, c'est un condensé. Hein. Vous avez pu voir des musées, nos plages, quelques espaces qui pourraient donc vous accueillir. Absolument. Hein. Quand on fait un tour à Grand Popo, on a un peu l'embarras du choix. Quand on suit cet élément, en tout cas, moi, j'ai ciblé 2 parties. Je crois que... Dites-nous, partagez avec nous. La plage m'a intéressée et pourquoi pas les musées? Ah, pourquoi pas? Vous avez déjà dormi à Grand Popo? Malheureusement, non. Ah, moi, j'ai déjà dormi à Grand Popo par 2 fois. Oui, par 2 fois déjà. Et je peux vous assurer... sûre que vous avez aimé. Ah oui, non, je peux vous assurer que les matins, quand vous vous réveillez, la brise et puis les marins... Ça donne envie. Non, franchement. Ça, c'est sûr. Et puis, vous pouvez manger le dacouin, le célèbre dacouin à l'huile de coco, s'il vous plaît. Ah oui, quand même. Bon, ça, par contre, j'ai déjà goûté une fois. Eh oui, Grand Popo avec ses merveilles. Mesdames, messieurs, on va enchaîner avec le clip du jour. Notre comédien pourrait nous rejoindre dans les minutes qui vont suivre. Mais avant, on va faire appel à une dame. C'est vrai que... son actualité musicale est un peu en hibernation ces derniers temps, mais cela ne nous empêche pas, mesdames et messieurs, de vous proposer cette belle mélodie dans le clip du jour. Voici Oket Baya. When I'm
c'est Dieu qui est fort. Et oui, les œuvres restent et demeurent, même si les artistes, entre-temps, ne sont plus présents. C'était donc Oket Baya. Et oui, de son vivant, elle a quand même donné à la culture béninoise, hein, Jennifer. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, beaucoup de personnes ont dansé sur ces mélodies. Beaucoup ont apprécié, en tout cas. Et comme vous l'avez dit, les œuvres restent. Absolument. Les œuvres restent et resteront. Donc, tâchons dans notre vie de tous les jours d'être en bon rapport avec tout le monde, de laisser des empreintes qui vont demeurer et qui seront de beaux souvenirs. Mesdames et messieurs, on l'a promis, on l'avait dit, il nous a rejoint. Bratier est notre humoriste de ce matin. Bratier, venez vers nous. On va ensemble sourire à la vie. Est-ce que vous avez vu son habillement? J'attendais qu'il s'installe. Dis donc, Bratier. Apparemment, Bratier a divorcé avec la galère. On dirait bien, il va nous expliquer. Bonjour, Bratier. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Oui, de votre côté. Apparemment, tout va bien. Oui, tout va bien depuis que j'ai déménagé de mon ancien quartier là. Ça va bien. Ici maintenant, il y a aussi beaucoup de problèmes. La dernière fois, je marchais dans le quartier pour voir les nouveautés qu'il y a et tout. Et j'ai vu un type qui criait. Il était en face d'une voiture et il parlait. Donc au début, c'était silencieux. Après, il a haussé le ton. Il a commencé par crier, ça fait 7 ans, tu me dois 700 000. Et depuis, moi aussi, j'ai besoin de faire des activités. Ma femme a besoin d'argent, mes enfants doivent aller à l'école ici et ça. Et il criait. Donc, arrivé à un niveau donné, il a commencé par se déshabiller, il voulait taper. Donc, moi, tout le monde passait, personne ne réagissait. Moi, comme moi, je suis un homme de Dieu, je me suis approché de lui. Ok, ça c'est une information qu'on vient d'avoir. Voilà, d'accord. Je me suis approché de lui, je l'ai calmé. Donc, je me suis retourné pour calmer l'autre type aussi. Vous n'allez jamais me croire si je vous dis ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Je n'ai rien vu. Il n'y avait personne dans la voiture. Oh, mon Sérieux? Vous êtes fait. La voiture était totalement vide. Donc ça veut dire que le gars a un autre problème. Non, je me suis retourné pour le voir. Il avait déjà enlevé sa culotte et il a continué son chemin. C'est là que j'ai compris que c'était un fou. Donc c'est vous qui êtes allé chercher des problèmes. Ouais, en voulant faire du bien, vous n'avez pas bien observé la personne dont il est question. C'est un quartier bizarre pour tomber dans un quartier plus bizarre. J'espère que ce ne sont pas des habitants, rien que des habitants comme ça qui vous entourent. Voilà, bon, je ne suis pas venu vous parler de mon quartier. C'est de mon oncle que je veux parler. En fait, la semaine passée, il a beaucoup de problèmes. La semaine passée, il était gravement malade. Donc on l'a amené à l'hôpital. Donc, ils ont dit qu'ils allaient faire des examens pour voir ce qu'il avait. Donc il y avait un docteur là. Lui, bon, c'est un ancien du domaine. Il a regardé, il a analysé la situation. Il a dit normalement, on doit vite l'opérer. Que tel qu'il a vu, c'est un problème. Sans analyse? Oui, oui. Il a analysé avec les yeux. Donc il dit, il faut forcément qu'on l'opère, que c'est un problème de cancer. C'est un cancer au niveau du sexe, au niveau de l'appareil génital. Ah, d'accord. Donc le type a été obligé de signer, vu que c'est sa santé. Donc il a signé et on lui a fait l'opération. On lui a enlevé le sexe, l'appareil génital. Ah, carrément. Donc, il est rentré à la maison. 3 jours après, l'hôpital appelle le type. Oui. On dit, monsieur, c'est qui s'il vous plaît? Il dit que c'était telle personne. On dit que les résultats de vos analyses sont sortis. Attends, avant l'opération, il y avait déjà eu prélèvement. Oui, oui. Le médecin n'a pas attendu les résultats. Non. Comme c'est un expert, voilà. En tout cas, Donc, on dit, monsieur, nous sommes vraiment désolés. Ouais. En fait, c'était un simple palu, vous avez. Et nous sommes désolés pour le désagrément. Alors là, ça, ce n'est plus une erreur médicale. C'est un crime médical.
Actuellement, il est à Glas. Il fait réunion avec les gros bras. Ils s'organisent, ils sont en train de voir comment ils seront cassés l'hôpital là-bas. Quoi. Ils n'ont pas cassé l'hôpital. L'hôpital n'a rien fait. Il faut justement qu'ils prennent le chemin de la justice pour se faire. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que peu importe ce qu'ils vont faire, le truc ne va pas revenir. Non, il avait des problèmes. Franchement, mais ça, là, c'est trop. Ça, c'est le sommet de tous les problèmes. Ok. Bratier, merci beaucoup. Merci. On vous retrouve à la fin de l'émission, d'accord? Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevrons du moins en fin d'émission un artiste. Vous savez, désormais, c'est la tradition par ici. Hein? Absolument. On accueille plutôt des artistes, musiciens ou de toutes sortes, en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a une particularité. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit musicien ou autre. D'accord, on va garder le suspense. Mais avant, mesdames, messieurs, on va faire appel à nos invités pour le plat de résistance. Et oui, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous sommes donc en direct sur Nopiden. Nos invités s'installent pour parler ce matin d'un phénomène. Le phénomène où on voit les marmites se retrouver au marché, puis après, elles reviennent à la maison bien remplies, bien garnies, puis on met une partie au frigo et puis tranquillement, on gère à la maison comme si de rien n'était. Et parfois, monsieur n'est pas au courant. On s'assure de ranger tous les petits sachets qui contiennent parfois tout ce qui doit garnir aussi. Donc vous venez de vendre. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, quand vous faites un tour dans nos marchés, ce ne sont pas seulement les condiments que vous pouvez acheter, mais il existerait un circuit. C'est donc qu'il existe des circuits où certaines femmes vont faire la sauce, le repas de la maison, qu'elles ramènent tout simplement, et puis on conserve ça et la famille mange. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Comment est-ce qu'on peut arriver à justifier de tels comportements? Nous allons en parler ce matin avec nos invités déjà sur le plateau. Absolument, nos invités sont déjà là. Nous avons un homme, nous avons une femme avertie et nous avons un médecin. Je commence par Monsieur Daniel Adjé, bonjour. Bonjour Jennifer. Merci. Bonjour Alain, chers téléspectateurs. Particulièrement de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Vous êtes chef de division documentaire à BB24, mais vous êtes sur ce plateau en tant que chef de famille pour apporter votre expérience. Et en face, Alain le disait, les femmes sont les plus indexées dans la situation. Madame Paola Francisca Akochou, bonjour. Bonjour Jennifer et bonjour Alain. Bonjour Madame Akochou. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons également, Alain, nous le disions au téléphone, un médecin, parce qu'il y a forcément des risques sanitaires. Monsieur Dr Charles Sossou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez rester en ligne et faire le débat avec nous. D'accord, ça fait plaisir. Décor planté et tout de suite, puisque ce sont les femmes qui sont indexées dans cette affaire. Madame Akochou, oui. Généralement, nos grands-parents, nos parents nous disent, quand vous avez vos enfants, vous ne devez pas les éloigner de la cuisine, surtout quand il s'agit des filles. Cela suppose que les filles ont eu le temps d'apprendre à faire la cuisine auprès des mamans avant de rentrer dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait alors que des casseroles se retrouvent au marché pour contenir de la sauce au retour à la maison? Ah oui, je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui nous risquons de ne plus avoir d'un jour à l'autre une famille vraiment stable. Parce que c'est le repas partagé, le repas préparé par la mère de famille qui crée l'union au sein de la famille. Alors, c'est un constat fait. Aujourd'hui, nous voulons que ça soit enfant-fille comme enfant-garçon, qu'ils aillent à l'école et qu'ils deviennent au même titre que les garçons. Cela ne devait pas nous empêcher d'éduquer les enfants. Parce que je vais passer au passage pour saluer une très grande dame brave de notre pays, Madame Karena, et qui vraiment, malgré qu'elle soit une cadre
Et dans ce pays, elle ne manque jamais d'aller au marché, faire sa cuisine elle-même pour son mari, malgré qu'elle soit très occupée sur le plan social, sur le plan du travail professionnel. Alors, cela devait être l'éducation donnée à nos enfants. Mais aujourd'hui, nous regrettons amèrement et nous invitons les uns et les autres à vraiment attirer leur attention sur le fait que c'est le fait d'avoir préparé le repas de la maison par la mère de famille qui crée l'union, ce qui nous amène sur beaucoup de plans de désunion aujourd'hui. Monsieur Daniel Adjei, l'une des raisons que semblent avancer les femmes qui pratiquent de telles choses, est-ce qu'elles évoquent la raison professionnelle? Elles sont occupées au travail, le matin elles sont déjà parties, elles doivent revenir le soir. Entre le matin et le soir, il vaut mieux que la casserole aille au marché. Vous avez soupiré? C'est regrettable et c'est dommage qu'une femme confie la casserole, la cuisine, donc le ventre de son mari et de ses enfants à une autre femme dehors. Aucune raison ne peut justifier cela. Aucune. Que ce soit raison professionnelle, tout et tout là, rien ne peut justifier ça. C'est peut-être le snobisme, c'est peut-être l'émancipation mal assimilée qui conduisent à ces choses-là. Rien ne fait. Une femme qui fait ça, c'est qu'elle, ça se justifie par deux choses. Il y a d'abord la paresse et puis l'ignorance. Ignorance de qui elle est. Elle ne sait pas qui elle est, ne connaît pas sa propre importance. Parce que quoi? Au départ, quand Dieu a créé le monde, la terre, les animaux, etc., et il a créé Adam, Adam était seul. Et pour qu'il mange, c'était les singes, les écureuils qui se chargeaient de lui cueillir des fruits. Je ne sais pas si Dieu avait le programme de faire la femme au départ, ou du moins pas en ce moment-là. Alors un jour, Dieu a constaté qu'il manque quelque chose à Adam. Et il a dit, ce type-là, je vais lui créer une aide qui lui sera semblable. C'est surtout par rapport à ce que Adam va manger. Quelqu'un qui va s'occuper de Adam, quand il va revenir du travail là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de son ventre, de sa santé et de lui tenir compagnie. C'est dans ce sens que Dieu a décidé de créer Ève. Et il a endormi Adam, il a enlevé une côte et il en a fait Ève. Alors donc, le rôle de Ève, c'est de s'occuper de Adam, son ventre, etc., etc. Mais quand une femme vient à confier la nourriture de son mari à une autre femme dehors, c'est l'ignorance au féminin pluriel. Oui, ignorance d'abord d'elle-même, comme je l'ai dit, ce qui elle est. Ignorance et mépris de son mari. Mais monsieur Adjei, vous voyez, j'ajoute ceci là. C'est pas n'importe qui s'occupe de la nourriture d'un mari. Le mari, c'est le chef de famille. Le mari, c'est le roi. Ce n'est pas n'importe qui s'occupe de la nourriture du roi. Le mari, c'est comme le président de la République. C'est n'importe qui s'occupe de la nourriture du président de la République? Non. Jamais. Ça, là, ce rôle-là, c'est un rôle régalien qu'on ne laisse à personne d'autre parce que ça a beaucoup de conséquences. Donc, rien ne justifie qu'on confie la marmite à quelqu'un de dehors. D'accord. On vous comprend, mais les femmes vous diront, dans le marché, ce sont des femmes qui préparent. Et donc, en réalité, pas grand-chose ne change à la fin. C'est des femmes qui préparent, mais ce n'est pas la femme du monsieur. Alors, laquelle permet à ces femmes-là alors de venir dans le lit de son mari? Là, ça c'est un autre débat. Si c'est j'ai dit que ce travail-là, ce rôle-là, c'est un rôle régalien qu'on ne délègue à personne. Une mère ne peut pas déléguer ça à sa domestique. Elle ne peut pas déléguer ça à sa propre fille. Elle ne peut pas déléguer ça à sa propre maman. C'est le travail de la femme. C'est ça qui fait sa valeur. C'est ça qui lui donne le titre de femme de ménage, d'épouse, etc. etc. Avant de prendre le médecin, j'aimerais demander à Madame Akochou, vous êtes une femme. Vous avez certainement quelques occupations et il arrive que peut-être vous soyez tellement occupée du matin au soir. On parle de l'émancipation, tout n'est pas bien à copier évidemment, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que la femme
confie la marmite à une femme au marché en qui elle a confiance et qui prépare bien. Non, moi je suis désolée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire puisqu'elle n'a pas le temps? Qu'est-ce qu'elle va faire? On va inviter aussi parce qu'aujourd'hui, nous avons une autre manière de gérer nos foyers. C'est que nous pensons que la femme aussi doit participer. Tu paies le courant, je paie l'électricité. Mais tu paies l'eau, je paie le courant. Donc, je crois que les hommes aussi doivent essayer de comprendre et de faire une complémentarité parce que cette histoire de ramener la marmite du marché n'arrange ni la femme ni les enfants. Ça amène tout. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que les enfants, à partir de ça, simplement, vous pouvez avoir des enfants malades dans le ménage. Vous pouvez avoir des esprits mauvais qui vous rendent visite. Alors là, je crois que et l'homme et la femme doivent participer, prendre une résolution par rapport à ce problème si on pense que la femme n'est pas vraiment disponible pour faire ce rôle. D'accord, merci beaucoup. Nous avons toujours notre médecin. Oui, c'est vrai. Oui. La femme va travailler du matin au soir parce qu'elle doit contribuer. Ça, c'est vrai. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est vrai qu'elle revient fatiguée comme l'homme. Mais elle ne doit pas, à cause de cela, abandonner son pouvoir. Parce que la cuisine, la louche, la soupe, là, c'est un pouvoir que la femme détient. C'est comme la louche, là, une récane. C'est une récane, c'est un pouvoir. Et si vous laissez tomber un pouvoir, quelqu'un va s'en saisir et va l'utiliser contre vous. Si vous laissez votre sauce, la sauce de votre mari, la nourriture de votre mari à une autre femme, c'est un pouvoir que vous lui donnez, elle va l'utiliser tôt ou tard contre vous. C'est dangereux. Donc, elle s'arrange, elle fait son travail, elle s'arrange. Soit elle prépare avant de partir, ou bien dans le week-end, elle prépare pour 3 jours, bien pour une semaine, ainsi de suite. Et elle oblige sa famille, son mari, à marcher selon ce rythme-là. Le mari n'a pas le droit d'aller acheter à manger dehors. Elle s'arrange, elle suit ça. C'est elle qui est la maîtresse de maison. L'homme construit la maison. C'est la femme qui est la maîtresse de maison. C'est elle qui a le pouvoir en main. Mais si elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas quel pouvoir elle a, elle laisse tomber. Et les gens s'en servent contre elle. Monsieur Adjessi, entre-temps, madame devait payer la facture comme vous autres. Alors là, c'est ce que je dis, elle va travailler. Mais elle va travailler, c'est une donc négociation. Non, vous devez compléter que vous devez partager. Et la femme, je suis contre les ménages où le mari dit je paye l'eau, tu payes l'électricité forcée. Si elle peut t'aider, elle t'aide. Elle donnera même plus que ce que tu exiges. Nous avons M. Charles Sossou en ligne. M. Sossou, vous suivez le débat depuis le début. À votre avis, en tant que médecin, y a-t-il des risques que la femme fait courir aux autres membres de la famille, elle-même y compris, en allant faire sa cuisine au dehors? Merci beaucoup. Je suis content que vous mettez l'accent sur le fait qu'elle ne se retrouve pas seule dans le foyer, qu'elle se retrouve entourée d'autres personnes. Effectivement, il y a plusieurs risques qui peuvent découler du fait que vous mangez. Au fait, le problème que ça va poser, c'est vous mangez quelque chose dont vous n'avez aucune idée. On va mettre l'accent sur le goût plutôt que sur la qualité du repas qu'on va vous servir. Donc vous avez l'impression que vous mangez bien, mais vous mangez plus au goût et vous mangez mal. Oui, mais docteur Sossou, quand vous dites ça, on pourrait vous opposer le fait que nous allons souvent dans des réceptions et on ne vient pas avec la glacière de nourriture. C'est quelqu'un d'autre qui prépare, on vient manger. Là aussi, est-ce qu'il y a des risques? Si on accepte manger les repas du service traiteur, pourquoi on rejetterait ce que la femme va faire préparer au dehors? Mais je ne suis pas sur les fêtes tous les jours. Ah oui? Je ne vais pas aux réceptions tous les jours. Et on peut aller à une réception et refuser le repas qu'on nous sert. Oui. Tout simplement parce qu'on sait l'organisme que l'on a et qu'on ne peut pas tout manger. Il y a des sujets qui sont hautement allergiques à certaines substances. Oui. Et dès que ça se présente dans leur repas, ils vont vous faire une réaction allergique. Il y a des familles, par exemple, où, avant de continuer la cuisine
on est obligé de sortir la part de certains avant de continuer la cuisine. Pas ajouter les autres condiments. Exactement. Oui. Lorsque vous savez quel organisme vous avez, vous savez certainement que vous ne pouvez pas tout manger. Donc, opposer la réception dans ce contexte précis ne s'y prête pas. D'accord. Mais quelles sont les pathologies auxquelles on peut faire face? Est-ce qu'en dehors des allergies, il y a d'autres risques que ceux qui mangent les nourritures du dehors courent? Bien sûr qu'il y en a plusieurs. Manger dehors et ramener la cuisine de dehors expose la famille à une insécurité alimentaire. Dans le volet de la qualité de ce qui est mangé. On peut être sujet à des infections digestives. Une infection digestive qui sera liée aux conditions dans lesquelles le repas est préparé. On peut être sujet à des maladies cardiovasculaires parce qu'on ne sait pas que vous êtes prédisposé à faire telle ou telle pathologie et qu'il ne faut pas que vous mangez telle ou telle qualité de lipides. Donc, vous pouvez faire des maladies cardiovasculaires, un infarctus du myocarde, des plaques d'athérome qui sont responsables, peuvent pour moi aller jusqu'à l'AVC, la malnutrition, l'obésité. J'ai parlé tantôt des allergies à récurrence. Ce que nous mangeons est très lié au fait que nous développions plus tard, à l'âge adulte, ce qu'on va appeler des maladies métaboliques, dont fait partie intégrante le diabète, par exemple. D'accord. Docteur Soussou, vous continuez de garder la ligne. Madame Akocho, quand vous allez au marché en tant que femme, vous prenez le soin de choisir les bons condiments, les bonnes tomates, vous regardez la qualité du piment, vous regardez la qualité des légumes, des poissons et tout. Mais quand les femmes envoient la casserole au marché et qu'elles-mêmes, elles vaquent à leurs occupations, sont-elles sûres que le choix minutieux qu'elles auraient dû faire si elles allaient au marché elles-mêmes est fait par celle qui est chargée maintenant de faire la cuisine? Monsieur Alain, on dirait que vous êtes dans le secret des dieux, parce que c'est une question vraiment percutante. Le docteur vient de le dire tout à l'heure, et on vous présente un mets. Mais ce qui s'est passé, pour que ça soit ainsi, vous ne le savez pas. Et c'est ainsi, moi je dis aux gens, vous voyez ce que les femmes préparent au marché. Et d'autres, quand elles remarquent que la tomate est chère, elles peuvent te mettre de carottes, la carotte écrasée. Ah ouais? Oui, à la place de la tomate. Alors que ce n'est pas tout le monde qui arrive à supporter la carotte en entièreté. Donc, elles peuvent te mettre de glutamate. De glutamate, juste pour que ça puisse avoir de goût. Ça puisse être vraiment savoureux, alors que si vous-même, en tant que femme, vous allez au marché, que vous réunissez quelques condiments, ça peut vous donner le goût de la glutamate, donc on vous a mis, donc vous ne savez même pas d'où ça vient. Donc vraiment la famille est exposée. Non seulement qu'on vous ajoute ça, mais je dis aujourd'hui dans notre pays, il y a cette histoire de sorcellerie qui circule. Ah ouais? Et oui, voilà les risques, les canaux par lesquels vos enfants peuvent, après vous allez dire, toi la maman tu vas dire, je ne sais pas comment l'enfant est devenu comme ça, pourtant il n'est pas né comme ça. Non, c'est vous-même qui allez chercher et vous allez ramener à la maison, et elle en a pris parce que vous, en tant que mère, vous pouvez être résistant à cela, mais votre enfant peut-être n'a pas cette force de résistance par rapport à ça. Donc c'est pour cela, moi je dis toujours, moi, quel que soit Alpha, j'essaie de manger, je ne dirais pas sain, parce qu'il m'arrive des fois d'aller à des réceptions. Je sais de choisir ce que je peux choisir. J'invite les uns et les autres, surtout les femmes, surtout les parents aujourd'hui qui ont des enfants de moins de 5 ans, 6 ans. Il faut commencer par les éduquer. Là, va écraser. Aujourd'hui, tout le monde parle de moulinesse. Oui. On parle de moulinesse, alors que... On oublie que par ricochet, c'est le coût de l'électricité qui augmente. Non seulement le coût de l'électricité, mais c'est un appareil à base de fer.
C'est à bas de fer. Si vous voulez, prenez l'expérience des condiments qu'on écrase dans les machines dehors, là, écraser, et même les moulinettes au maïs, là, ce qu'on fait avec de ciment, là. Ouais. Écraser sur ça et écraser sur la pierre d'Assar pour voir. Mettez ça, mettez le piment que vous avez écrasé sur la pierre de ciment, mettez ça dans l'eau et mettez ce que vous avez écrasé dans. Vous allez voir toujours un débris. Moi, je n'utilise jamais ça. Ah, d'accord. Ça, c'est une information. Non, c'est que l'autre, c'est difficile à faire. Mais ça entretient votre santé. Voilà, la pierre ne s'effrite pas. Ça ne s'effrite pas. Par contre, avec le ciment... Avec le ciment, ça s'effrite. Et puis après, on parle de cancer. Et après, on voit la sorcière de l'autre partout. Nous avons des cas où les femmes des foyers, des familles même, optent pour le recrutement d'un cuisinier. Celui-là qui est chargé de nourrir toute la famille. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la même chose? A priori, on peut dire que ce n'est pas la même chose. D'accord. Vous engagez un cuisinier, un professionnel, c'est lui qui fait la cuisine au mari. Et plus tard, il y en a qui vont dire peut-être, bon, au lieu que ce soit un homme, bon, on peut engager une femme à la longue. Il faut faire attention. Les hommes, quel que soit leur âge, ils sont comme de petits-enfants. C'est pour ça peut-être qu'il faut opter rien que pour un cuisinier, c'est-à-dire un homme. Si vous acceptez un homme aujourd'hui, vous allez accepter une femme demain. Et même le cuisinier, même si c'est un homme qui prépare ça veut dire que vous remettez le ventre de votre famille, de votre mari entre les mains de cet homme. Un homme, c'est un homme. Cet homme demain peut dire, ah, ce monsieur-là, tel qu'il est, bon, je vais mettre quelque chose dans sa nourriture pour qu'il augmente mon salaire, pour qu'il m'aime. Ça pourrait être une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Et ce monsieur, il a cherché un médicament pour qu'on l'aime et pour qu'on augmente son salaire. Le marabout va lui donner un autre médicament qui peut-être va créer la maladie, qui peut-être va l'empoisonner. Et ce monsieur, c'est un homme qui a des ressentiments. Il peut dire, ce monsieur m'a fait du mal, je vais lui payer ça. Donc, c'est une porte ouverte. Quelqu'un d'autre, un ennemi de monsieur, peut passer par son cuisinier pour dire, ah, c'est toi qui es son cuisinier. Bon, ce monsieur-là, j'ai un deal avec toi. Bon, on va s'arranger. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Combien vous le payez comme salaire? La même chose peut se passer avec les femmes de marché. Avec les femmes de marché, ça peut se passer. Parce que quoi? Si il y en a qui font ça secrètement, il y en a qui finissent par révéler. Le mari finit par savoir que c'est quelqu'un d'autre qui prépare dehors. Justement, c'est une bonne chose. Cette question-là, j'allais vous la poser. Oui. Là, c'est là où c'est plus grave. La femme qui contrôle le ventre d'un homme finira par contrôler son bas-ventre. Ventre et bas-ventre, ça va ensemble. Le monsieur, c'est pour cela que dans les foyers où c'est la bonne qui prépare la bonne sauce, le monsieur commence par regarder la bonne, son habillement, ainsi de suite, et la bonne finit par se retrouver dans le lit. Puisque c'est elle qui contrôle le ventre de monsieur, elle va contrôler son lit et son bas-ventre. C'est une porte ouverte au danger et à tous les risques. Voilà pourquoi les femmes ne doivent pas permettre ça. Il n'y a même pas d'engagé cuisinier. Que vous soyez ministre de la République, que vous soyez reine, vous avez le devoir de vous occuper de la cuisine de votre mari. C'est une chasse gardée, c'est un pouvoir. Est-ce qu'on ne va pas vous trouver trop rigoriste finalement, monsieur Adjé? Ça dépend de quel résultat vous voulez avoir. Hein. Si vous voulez la paix dans votre foyer, femme, ne permettez jamais qu'une autre femme s'occupe du ventre de votre mari. Dites-nous, monsieur Adjé, par quelle alchimie on peut expliquer le fait que le monsieur dans sa maison ne se rend pas compte que le repas qu'il mange, ce qu'on vient de sortir du frigo, qu'on est allé chauffer à la cuisine pour lui ramener à table, n'est pas préparé par sa femme? Comment est-ce que ça se passe? Ou bien il s'en rend compte plus tard? S'il ne se rend pas compte, ça veut dire que c'est grave. Il n'a pas tout le profil qu'il faut pour être un bon chef de famille. Un chef de famille est comme un soldat, est comme un général. Vous suivez tout. Vous êtes comme un roi, vous êtes comme un président. Vous n'avez confiance à personne à 100% a priori. Il vous faut tout voir pour être sûr que tout marche. Suivez tout. Quand est-ce que madame a préparé la sauce? Qu'est-ce qui a fait ceci? Suivez tout. Si quelqu'un sait que vous ne le suivez pas, il va vous trahir. Il est de la nature de l'homme de tromper et de trahir. L'homme trompe sa femme, la femme trompe son mari, les enfants mentent à leurs parents. Mais s'ils savent qu'ils sont suivis, sont surveillés, ils vont se mettre au pas. La peur du gendarme
est le commencement de la sagesse. Si l'élève sait que son maître va lui faire interrogation, il va apprendre la leçon. Mais si c'est qu'il n'y a pas d'interrogation, il n'a pas l'habitude de faire interrogation, c'est un paresseux, il n'aime pas copier les livres, les enfants ne vont pas apprendre. Il en est de même. Un bon chef de famille suit tout. Qui fait quoi, quand et comment dans la maison. Il sort, il sait comment il a laissé la maison. Il revient, il jette un coup de deuil. Il sait qui a déplacé quoi dans la maison. Et il cherche à savoir qui a déplacé et pourquoi on a déplacé. D'accord. Madame Akocho, avant de revenir vers vous, nous allons suivre nos compatriotes qui ont bien voulu se prononcer sur le sujet. C'est au micro de Victoire Ongan. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Elle est partie commander la maladie même là-bas. C'est qu'elle le manger, c'est pas manger qu'elle a besoin. Elle n'est pas sûre de ce qu'on a préparé là-bas. Non. Non. Madame, c'est la même là. C'est une femme même qui ne doit pas rester dans le foyer. Celle qui est partie commander manger, que son mari va manger. Si on a besoin de toi, si on veut tuer ton mari, elle va empoisonner facilement ton mari. Non, ni azonta to homene wa me oda no e ba na papa ba vivi ni ba ya wo me do gbedo samedi papa do ya ndi ada no bete gbedo no nyodu mi from your mother boda no aye leji asinje do samedi bo ho zin boy da ya papa ni ma ho ngbe file ni amate nyoda ni singilolo we da singilolo ni du papa le di so ni da boy ma nyo ani do no ani le de ada no mi enyo ame eje so ma blogun le ya aso ko sun le tin we de so to nda de nyom nyono ma da boy nyo ko da do nda ndi ada egbejo enyo ame ni anyu ani oni ndi ada egbejo enyo ame eje so mi blogun le na anyu aji peri so akon to do ho me. La majorité c'est des cadres. Les femmes que vous voyez au bord des rues en train de vendre, les femmes que vous voyez au marché de Bégamé, de Tokpa, tout ça là, elles maîtrisent la cuisine plus que les cadres. On ne doit pas encourager ça là. Les femmes cadres là, qui ne sont pas préparées, qu'elles laissent la honte de côté et qu'elles s'approchent des vieilles au village ou bien de leur maman pour apprendre à faire la cuisine. Sinon, demain, n'allez pas pleurnicher pour dire on a arraché mon mari, les femmes togolaises ont arraché mon... Voilà. Parce que ceux qui maîtrisent l'homme, il y a trois choses. Il y a d'abord la cuisine. Il y a d'abord le soin que vous portez à votre mari. Et il y a comment garder le lit conjugal. Si vous arrivez, vous êtes femme, vous arrivez à maîtriser ces trois points-là, aucune autre femme ne pourra vous arracher votre mari. Et non, de radio, les mêlés, et on dit, et là, il m'y mes filles, mais là, les sons d'abord, vous le robez, ou soit non, un casserole, un big gracier, ben, dernier, non, mais nous, en son, c'est à Wawaya, les joueurs, et nous ont, là, ouais, la fière, c'est un beau blog, je suis nous déboudé, ben, et non, blonnier, ben, non, c'est ça. Si les fois où, bon, radio, dit, mais bureau, dit, il y a des alors courant. Donc, des mamans, là, habillent. Et j'ai une dame là dans le nom bablo vide des sous-dits ben malo nous qu'on et à clone nous l'ormi li nous l'ormi blo nous l'ormi ben malo vile qu'on ne vide dit les na blog tada mi tan de non blo nous non le lo no biche de non blo nous non le y ni quelqu'un bodé alors c'est et yon. Eh bien, voilà, la Vox Pop. Monsieur Adier, vous avez suivi. Madame Akocho, vous avez suivi. On n'a pas inventé le sujet. Non. Il paraît même qu'on fait la pâte de maïs au marché. Ah oui, tout. La pâte de maïs, la pâte de... Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne savent même pas cuire un œuf. Mais dis donc, c'est ça que vous dites avec amusement comme ça. Elles viennent et puis elles déposent la casserole. Ouais. Et puis, je veux telle chose, elle donne l'argent et puis elle s'en va quelques instants après. Mais je crois que le doyen avait parlé tout à l'heure de la réalité du père de famille, la réaction normale qu'un père de famille doit avoir. Et je salue au passage une autorité de ce pays et qui lui-même, tous les dimanches, prend la reine de la cuisine. C'est une autorité et très bien placée qui prend, je dirais, M. Noël, pour ne pas dire le reste, qui tous les jours, tous les dimanches, en tant que professeur, il prend la reine de la cuisine. Et c'est lui qui fait à manger.
sa petite famille. Le jour où il n'est pas prêt, le jour où il est fatigué, il dit bon, allons au restaurant pour faire plaisir à tout le monde. Je crois que c'est la meilleure manière. Celui-là, sa femme, c'est même pour boire de l'eau, c'est elle qui s'en occupe. Je crois qu'il va falloir commencer par sensibiliser aussi nos enfants, garçons, par rapport à cela, et inviter aussi ceux-là qui sont déjà habitués à ça, à se retirer. Je crois que la dame qui a parlé tout à l'heure nous a dit que ça a diminué un tout petit peu. Mais ce n'est pas qu'au marché. En préparant cette émission, nous avons eu l'information selon laquelle certaines dames ont quitté le marché et puis elles viennent dans des cantines. Vous savez que dans des cantines, que ce soit des ministères, des offices, des sociétés d'État, des institutions, elles vont dans ces cantines-là commander aux responsables de cantines de leur faire la cuisine. Ah ben oui, donc le phénomène a quitté le marché. Monsieur Adi, votre réaction par rapport à la vôtre? Oui, c'est très bien, ça a été très bien dit. Je suis touché par ce que ce monsieur a dit, ce vieux-là. Il a dit que pour gagner le cœur de l'homme-là, il y a 3 choses. Votre comportement, 1, la nourriture, 2, le 3, et puis 3, le lit. C'est un conseil que nos grands-mamans donnaient à leurs filles qui allaient se marier. Elle dit... Ma fille, tu n'as pas besoin de botter-mi. Tu n'as pas besoin d'aller voir le charlatan. 1, respecte ton mari. 2, prépare-lui à manger régulièrement. Les hommes sont comme des enfants. S'il trouve à manger, il va s'accrocher à toi. Mais s'il a faim, il ira dehors. Là où l'enfant trouve à manger aujourd'hui, d'où là, demain il ira là-bas. 3, si le monsieur dit, le soir il dit, ça y est là, toi-même dis, ok, je suis prête, allons-y. Si tu veux. Si tu expliques lui, tout est une affaire de négociation. Si vous savez négocier, Dieu va vous donner le soleil et la lune. C'est une affaire de négociation. Mais merci beaucoup, monsieur Adjé. Nous allons demander l'avis du docteur Sossou suite à la Vox Populi. Nous espérons que vous avez pu suivre. Docteur, vous êtes avec nous? Alors, monsieur Sossou est toujours en ligne. Monsieur Sossou? Oui, je suis. Oui. Alors, votre réaction par rapport à la Vox Populi? Je pense que les gens sont très informés de la situation et eux-mêmes, ils savent le risque qu'ils Justement, il y a quelqu'un qui a dit ce sont des maladies qu'elles vont engranger, ce n'est pas un repas, c'est de la maladie. Mais lorsque la femme, par exemple, prend le soin de dire à cette restauratrice-là, chez nous, on ne mange pas du cube, trouver telle huile, pas trop gras et autres, est-ce que ce n'est pas également une précaution pour éviter toutes ces maladies que vous avez citées? Ben, personne ne peut faire votre repas mieux comme vous. Et à partir du moment où il y a faillement contre service et que vous n'êtes pas présent pour surveiller, on pourrait tourner dos à ce que vous avez donné comme consigne. Et je présume que c'est une entreprise. Et que si plusieurs personnes viennent et commandent le même repas, je ne pense pas qu'on va prendre le soin de faire des plats individuels. D'accord. Donc, on va mélanger tout le monde et on va servir le même repas. Si on veut tous manger du riz, allez, on va faire le riz de la même façon pour tout le monde. D'accord, docteur. Donc, c'est un risque sanitaire important parce que il y a ce qu'on appelle une intoxication alimentaire où, après avoir mangé un repas, toute la famille se retrouve à faire de la diarrhée et à vomir. Et c'est le même symptôme que tous les parents ont, pour la simple raison qu'ils ont tous mangé un même repas. D'accord. Voilà. Merci, docteur Charles Sossou. Vous restez en ligne avec nous. Madame Akochou, dites-nous, c'est vrai qu'on évoque dans la Vox Populi, il y a un monsieur qui a mis l'accent sur les cadres. Il estime que ce sont beaucoup plus les femmes cadres qui s'adonnent à la chose parce qu'occupées au bureau. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la seule catégorie de femmes qui le font? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Puisque moi, je connais des cadres qui font bien la cuisine chez elles. Mais le phénomène, c'est que c'est des enfants, à papa surtout, qui s'amusent à ce jeu.
quand elle-même n'avait pas reçu l'éducation qu'il fallait, et qu'entre deux hommes riches, ils se pointent leurs enfants, ils s'adonnent leurs enfants, alors des enfants à papa qui se livrent surtout à ces gens de jeu. Sinon que moi, je connais beaucoup de cadres qui vont au marché, comme tout autre, et préparent faire leur cuisine à la maison. D'accord. Le repas se retrouve au marché et après, ça revient à la maison. Monsieur Adjé, on connaît désormais votre religion par rapport à ça. Vous êtes farouchement contre le fait que la femme sollicite quelqu'un d'autre pour faire le repas de son mari. Mais je suis curieuse de savoir, docteur Sossou, tous ces risques que vous avez évoqués, lorsque je suis certaine que mon mari, mes enfants ont un organisme résistant et que nous ne souffrons d'aucune allergie, est-ce que dans ce cas, on ne peut pas se permettre cela et s'en préserver lorsqu'on a un estomac ou un organisme fragile? Personne n'a un organisme résistant. Si vous ne faites pas des allergies, vous allez faire des maladies cardiovasculaires. Et ça, là, il n'y a pas de résistance par rapport à ça. On a forcément un facteur d'exposition alimentaire qui est commun à tout le monde. Si vous mangez mal, vous aurez beau ne pas faire de maladie quand vous êtes jeune, plus tard, cela va vous rattraper. Si vous consommez du glutamate, vous allez faire plus tard des pathologies articulaires. Si vous mangez mal les lipides, vous allez développer plus tard des maladies cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas une question de résistance, ce n'est pas une question de « je me connais ». Non. Vous pouvez vous-même avoir des maladies que vous ignorez. Et vous aurez déjà très mal mangé pendant plusieurs années. Et c'est après qu'on va vous révéler que telle pathologie que vous développez aujourd'hui est liée à telle pratique que vous avez eue antérieurement. D'accord. D'accord. Vous continuez de garder la ligne. Monsieur Adjé, si vous deviez faire des propositions, puisque dans votre développement, on a noté que vous mettez l'accent sur l'organisation de la femme à la maison, la femme étant la maîtresse des lieux. Alors, quel type d'organisation peut-elle mettre en place quand le boulot l'assaille? Très bien, merci. Avant de répondre à cette question, permettez que je dise quelque chose. Toutes les femmes sorcières, toutes les sorcières dont on parle aujourd'hui ne sont pas forcément allées acheter ça à Dantokpa ou bien à Erevan. C'est à travers la nourriture. Quelqu'un vous donne une banane, un repas, vous mangez et la nuit, vous sortez de votre corps et vous faites l'ascension astrale et vous vous retrouvez dans la confrérie des sorciers et des sorcières. Et quand on y entre, on n'en sort plus. Beaucoup sont devenus sorcières comme ça. Si la bonne dame à qui vous avez confié votre marmite au marché cherche à recruter des sorcières, parce que c'est selon votre recrutement, selon ce que vous faites, que vous grandissez en grade dans la confrérie des sorciers. Si vous recrutez beaucoup de gens, vous allez gagner de grade. Donc beaucoup de femmes sont devenues sorcières comme ça, sans le savoir. Donc il faut bien organiser sa maison. Alors qu'est-ce que la femme doit faire si elle travaille? C'est dommage que les femmes soient obligées de travailler aujourd'hui. Dieu n'a pas établi ça comme ça. Voilà pourquoi dans certaines religions, la femme reste au foyer. Elle s'occupe du mari, elle s'occupe des enfants. Voilà tout. Mais dans la société moderne, la dame doit travailler aujourd'hui parce qu'elle a des besoins que le mari ne peut pas satisfaire. Il ne peut pas satisfaire tous les besoins. On veut être à la page. On veut vivre comme les Blancs. C'est pas grave. On évolue avec. On avance. Alors, comment organiser? Le week-end, si elle travaille, on a dit que c'est elle qui doit surveiller sa maison. C'est elle qui doit préparer. Elle s'arrange. Le samedi, elle fait les emplettes de la semaine. Elle peut préparer une sauce le dimanche. Et c'est la sauce de dimanche, lundi, mardi. Dieu merci, il y a les frigos aujourd'hui, elle met ça au frigo. Ou alors elle se lève très tôt le matin, elle chauffe. Et puis le soir, elle arrive, elle sert aux gens. Et comme ça, le mercredi soir, elle peut préparer une seconde sauce ou bien varier les aliments. Et on se retrouve encore au week-end. Elle gère, je vous dis que c'est elle qui est la patronne de la maison. Si elle a 2 enfants, si la femme à la maison a 2 enfants, qu'elle se dise que j'ai 3 enfants. Le 3e enfant, c'est son mari. C'est vrai que c'est le patron, mais c'est son enfant. C'est toi qui l'éduques. Tu dis aujourd'hui, papa, on mange akassa avec moyo. C'est ça.
Demain, on mange ceci. C'est comme ça, il est obligé de marcher sur ça. Ne lui permet pas d'aller manger dans la boutique de la Togolaise qui est à côté ou bien de la femme qui est là-bas. Non, parce que les femmes, excuse-moi. Non, c'est pas la stigmatisation. Les femmes déjà dans l'avant-sport, on a parlé de femmes togolaises. Les femmes togolaises ont le secret de la bonne cuisine. Elles ont l'art de la bonne cuisine. Si vous allez sur ce terrain de compétition avec une femme togolaise, quelle que soit votre beauté, elle va vous battre. Vous avez beau être experte au lit là, elle va vous battre. C'est quand même une qualité, non? C'est une qualité, bien sûr, c'est une qualité. C'est une qualité d'avoir, de savoir faire la cuisine. Donc la femme aussi doit s'organiser pour apprendre son mari à aimer. Vous mettez les femmes béninoises au défi, apparemment. Oui. Madame Akonchou, apparemment. Moi, je ne serais pas trop d'accord avec M. Adjé parce que comment ça? Il faut s'organiser. Quand vous dites la femme doit organiser, c'est aussi comme... C'est vrai que ça lui revient la responsabilité d'organiser, mais ça doit être en commun accord avec son mari. Vous dites ce que je dis. Ça fait partie de l'organisation. Si elle dit, papa, aide-moi à faire ceci. En commun accord avec le mari, il faut que le mari aussi prenne part à quelque chose. C'est ça même l'organisation. Alors, elle implique le mari. Elle donne du travail aux enfants. Elle donne du travail aussi au mari. Il faut que le mari sache aussi que quand sa femme travaille, c'est juste pour amuser la galerie. Non, donc, l'amener, oui, j'ai dit, oui, amuser la galerie du simple fait que l'argent qu'elle aura, c'est juste pour ses petits besoins. Non, parce que qu'est-ce qui amène tout ça là? Qu'est-ce qui amène tout ça là? Attendez, on va faire une petite remarque. Alors? Quand la femme, le travail en lui-même participe à l'épanouissement de la femme. La preuve, je suis sur ce plateau avec une femme et nous animons, nous sommes tranquilles et ça marche très bien. Mais c'est vrai, elle gagne sa vie, elle travaille, elle s'épanouit dans son travail. Mais une fois dans le foyer, il faut faire la part des choses. Et c'est là que vous rejoignez M. Adjé en disant, mais l'organisation, mais pourquoi vous voulez impliquer son mari en trouvant que c'est lui la petite bête? Oui, c'est la petite bête parce que lui, les hommes surtout, ils ne veulent plus rien faire sur la femme, dit, elle travaille déjà. Donc quand il y a un petit problème, elle dit, tu travailles déjà. Donc tu travailles, oui, laissez-moi, tu travailles. Ce qui amène les femmes aussi dans leur milieu professionnel de chercher à évoluer. Ce qui ne leur donne plus le temps de s'occuper du foyer. Là, il faut percevoir cela. Je suis d'accord avec vous. Oui, il faut savoir. Ça participe de l'organisation. En tant que chef de famille, vous devez attirer votre attention dans la vie de votre femme. Justement, les deux en parlant, en discutant, font déjà ce que M. Adjé préconise, l'organisation. Ils s'organisent d'une façon ou d'une autre à ce que chacun dans son couloir joue son rôle pour le bien-être de la famille. Allez, on va continuer ce débat en prenant donc les messages de nos amis internautes. C'est l'autre famille de nos Pinden. Et ce matin, nous avons le message de Mamita Bouriana Dagia qui dit ceci. Salut les amis, une chose est sûre. Une fille qui ne sait pas faire la cuisine ne sera jamais une bonne épouse. Tout homme qui veut prendre une partenaire pour la vie doit pouvoir la connaître, la fréquenter et surtout l'observer attentivement dans le domaine de l'entretien d'une maison. C'est indécent de sortir une casserole vide de la maison et d'en revenir pleine d'une sauce fumante quelques heures après. C'est tuer à petit feu son conjoint et même les enfants car on n'a aucune idée des ingrédients mis à contribution. Pour découvrir de telles supercheries, les hommes, pour leur propre sécurité, doivent de temps en temps aller s'asseoir à la cuisine, voir leur femme à l'œuvre et donner un coup de main. En tout cas, la mort subite guette à tout moment avec de tels comportements. Quel que soit le niveau de la femme ou son statut social, si une femme de surcroît africaine ne sait pas faire la cuisine, pardon, qu'elle s'en prenne à sa mère ou à elle-même. C'est indispensable. Adome ganté. Voilà, elle va jusqu'à le dire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne brûlez surtout pas les étapes avant de prendre femme. Monsieur Adjé, vous pensez que c'est parce que l'homme, pendant les fiançailles, n'a pas eu le temps ni l'occasion ou bien la présence d'esprit de visiter sa dulcinée, la voir dans son environnement et après, il mange ce qui ne vient pas de la maison? Oui, l'erreur part de là. C'est-à-dire, au départ, il ne fixe pas des priori. Il les séduit par la beauté de la femme, ou peut-être même ses prouesses au lit, et il pense que ça suffit. Ça ne suffit pas. La femme a beau être compétente,
experte sur le lit, ça c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est le ventre. Le bas ventre vient après le ventre. Aucun ventre ne peut rien faire si il est vide. Donc, avant que le bas ventre ne fonctionne bien là, il faut que le ventre soit bien. Et bien plein. Même le président de la République vous le dira. Le roi vous le dira. C'est la même chose. Absolument. Est-ce que c'est forcément parce que cette femme ne sait pas cuisiner? Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte après. Donc, pendant les fiançailles, elle peut très bien savoir préparer, mais une fois mariée, être très occupée au foyer. Il n'y a pas de très occupé, hein. C'est votre devoir régalien. Vous êtes l'homme de Ndawe, dans Sununami, Bonadawonami. C'est ça d'abord. Ça, c'est l'une des chansons de Sabo. Le reste vient après. Si tu ne peux pas faire ça là, c'est pas la peine. Si le mari n'a pas pris ça comme priorité au départ, tôt ou tard, il finira par prendre ça comme priorité. La femme qui ne sait pas préparer va perdre son mari. Si elle met sa bonne contribution, la bonne va prendre le mari. Donc c'est un danger. Vous êtes femme au foyer, le ventre de votre mari vous appartient. C'est le raccourci pour gagner son cœur. C'est le chemin le plus court pour gagner son porte-monnaie. On n'a pas besoin d'aller voir Alpha pour faire Gotemi ou bien faire... Non. Si tu t'occupes bien de son ventre, tu t'occupes de son bas ventre, tu le respectes, c'est fini. Tu as gagné ton mari à jamais. Et donc, il faut mettre l'accent sur la cuisine à la maison. Alors, je crois que nous allons faire un dernier tour de table. Docteur Charles Soso, vous êtes d'accord que l'accent devrait être mis sur l'observation de sa dulcinée ou de son dulciné, parce que l'homme aussi doit savoir préparer, mais on met l'accent beaucoup plus au niveau des femmes. Vous pensez que l'homme doit faire un exercice d'observation dans cette période-là avant de s'engager pour la vie? Oui, il faut s'assurer de cela, je pense. Mais les avis sont partagés sur le sujet. Effectivement, il peut arriver que ce soit au cours des responsabilités professionnelles que la femme qui sait bien préparer prenne cette option. Et je pense que les uns et les autres ont écouté les différentes émotions et qui donneront la priorité à ce qui se voit. D'accord. Celle qui ne sait pas faire la cuisine, je ne sais pas comment elle va faire maintenant. Il va falloir qu'elle apprenne. Elle va falloir, et voilà. Elle va apprendre à faire la cuisine. Déjà par de petits plats. Elle finira par en faire de grands. Celle qui s'est préparée et qui sort pour amener la casserole de dehors doit savoir qu'elle s'expose elle-même et toute sa famille à des maladies. Et plus tard, à la honte, parce que rien ne reste caché, tout finit par se savoir. Merci, docteur. Ce sera votre mot de fin. Et nous allons prendre le mot de fin de Mme Akochou sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les téléspectateurs qui ont eu le temps de nous suivre. Et j'interpelle chacun de nous, surtout les filles qui s'adonnent à ce travail d'aller commander à manger ailleurs, de ne pas avoir honte d'aller apprendre. Et surtout les femmes cadres aussi qui en font, de trouver un créneau. Parce que préparer dans un ménage, quand la femme prépare, c'est en ce moment que l'union, l'amour se développe au sein de cette famille. Si vous allez apporter la casserole, le manger de la famille du dehors, sachez qu'un jour, vos enfants aussi seront dehors avec votre mari. Merci. Là, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Akochou. Monsieur Adjé, un mot pour clôturer. Un mot pour terminer. Je fais mien tout ce qui a été dit et j'ajoute ceci. J'exhorte les femmes à méditer le livre de Proverbes, le chapitre 31, du verset 10 à 31. Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31. J'évoque quelques versets ici. Le verset 10, 11 qui dit par exemple, « Qui peut trouver la femme vertueuse? Elle a plus de prix que n'importe quelle perle. » Verset 15, « La femme vertueuse, elle se lève le matin pendant qu'il fait encore nuit. Elle se lève pendant qu'il fait encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison. » Verset 23, « Son mari est considéré dans l'assemblée des grands de la ville. » Une femme vertueuse qui fait comme ça, elle est la couronne de son mari. Son mari est considéré. Et puis le verset 27, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse.
Sur ce mot, je souhaite bonne chance à tous les femmes et je dis bravo, félicitations aux femmes qui s'occupent de la cuisine de leur mère. Je connais une femme surveillante générale, elle crie le matin jusqu'au soir de 7h jusqu'à 19h. Quand elle arrive à la maison, elle dépose son sac, elle va directement à la cuisine avec sa tenue. Elle allume le gaz, elle met l'eau sur le feu, le temps d'aller se déshabiller, elle vient faire la pâte. En moins de 30 minutes, la pâte et la sauce, c'est prêt. Comment voulez-vous qu'elle demande, une femme comme ça, elle demande quelque chose à son mari demain et le mari dit qu'il n'en a pas? Non. Absolument. Donc, j'exhorte toutes les femmes. C'est difficile, mais c'est le chemin pour avoir la paix, la sécurité au foyer. Les casseroles au marché vides reviennent à la maison pleines de sauce, pleines de manger. Nous attirons l'attention des uns et des autres là-dessus. Tout au long de ces débats, mesdames, messieurs, vous avez compris qu'il existe des risques sanitaires que vous faites courir aux membres de la famille. Si ce n'est pas dans l'immédiat, plus tard, cela va rattraper chacun et tous. Il vaut mieux préserver la vie, il vaut mieux se mettre à l'école de la cuisine si on ne sait pas faire, s'améliorer si on le sait fait déjà et faire en sorte que l'harmonie règne dans les couples. Ce qui va régner ici tout de suite, c'est la pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands... Ouvre le bal de la section culture sur votre émission Nopiden et ce matin, ce sont nos parents, les Kotafon, qui nous rendent visite. Les panégyriques en question sont, disons, nos identités culturelles. C'est l'homme même ça, c'est la racine même. Lorsque vous, en tant qu'individu, quel que soit votre niveau intellectuel, vous n'arrivez pas à réciter votre panégyrique, c'est que, écoutez, excusez-moi, vous êtes perdu. Parce que la culture, c'est tout ce qui est resté lorsqu'on a tout perdu, n'est-ce pas? Et c'est ça notre culture. Et, par exemple, quelqu'un qui est dans un souci, qui a une pression sur lui et il ne sait pas où mettre la tête, si c'est une tante qui le surprend pour dire « Ah, achenu, acheagblenu », rapidement il va se retrouver. Ça c'est pour les achenu. Chez les tado par exemple, on te dit Adjatadonu, Popo la Guidi. C'est que rapidement on se retrouve. Si c'est les Asen, voilà un autre clan, toujours les Kotafon dans la commune d'Atime, ou bien ils sont un peu partout dans le Mono, dans le département du Mono. Il y en a le Kosa aussi. Justement. Alors, à ces Rayan, Betoy Bebon Lankou, si on dit tout ça là, c'est que c'est tout comme si on t'a administré un stupéfiant qui te réveille et puis on te dope le moral. Ainsi de suite. Ou bien ceux qui sont quaqués. Les panégyriques ne sont pas des paroles incantatoires pour nuire à l'être humain, non. Et plutôt, c'est conçu pour faire la gloire de chaque clan. Vous savez, c'est à partir d'une histoire que chacun se retrouve dans un clan. Moi qui suis ici par exemple, en tant que Tado, il faut voir là où on a quitté, très loin. Mais qu'est-ce qui a fait que nos grands-parents ont quitté Tado pour venir s'installer à Tiré? Alors, c'est tout ce parcours-là de combattants qu'on conçoit le panégyrique pour louer la bravoure de nos ancêtres. Est-ce que vous voyez? Donc, dire que
à partir de là, il faut profiter pour nuire son prochain. Ce n'est pas du tout possible. Et lorsque on récite un panégyrique, lorsque tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas bien te retrouver parce que c'est pas ta chemise entre griffes. C'est pas là ton marigot, quoi. Tu n'es pas dans ton marigot. Je vais lancer cet appel à toute la communauté Kotafon qui nous regarde en ce moment, qui nous écoute, qu'il faut revenir à la source. Il ne faut pas perdre notre source. Nous sommes Kotafon. Et ce que nos grands-parents ont vécu avant de nous mettre au monde, il faudrait qu'on garde cette posture pour leur montrer qu'ils n'ont pas vécu inutilement. Tout ce travail qu'ils ont abattu, c'est élogieux. En Kotafon, on dit quand ça veut dire quoi? Tout ce que les parents ont entrepris et n'ont pas pu achever, c'est à nous d'achever. Nous sommes nés quelque part, nous sommes d'une famille, et nous avons nos valeurs culturelles qu'il faut vraiment entretenir, sauvegarder, et à travers tout ça là, nous avons la paix. Et oui, notre culture reste notre culture et nous avons l'habitude de le dire sur ce plateau. Ce qui est bien, ce qui est bon dans notre culture, nous en faisons la promotion et nous encourageons. Ceci et les panégyriques n'en sont pas du reste. Absolument. Et donc, il faut donc prendre le temps de connaître ces panégyriques, et puis panégyrique, voilà, j'y arrive. Et là, ça fait comme des louanges que vous adressez à votre partenaire. Ça calme la tension et je pense que vous avez le temps de suivre notre personne ressource du milieu Kotafon. Mesdames, Messieurs, nous continuons le cours de cette émission et ça va être le second tableau de l'humour. Il est avec nous, Bratier, pour son deuxième passage. Bratier, rebonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. L'oncle, il a fini la réunion avec les gros bras. Je ne sais même pas, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Ah, c'est sûr que la réunion se poursuit avec les gros bras. Voilà, je vais parler en général des hommes. Ah oui. Mais bon, plus... Puisque les femmes étaient à la barre tout à l'heure. Ah, elle est contente, hein? D'accord. Il y a des hommes que moi je ne comprends pas. Ce que toi-même tu fais, tu ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas le faire. Voilà. Donc, il y a un type qui a acheté une machine à gifler. Ah oui? C'est-à-dire une machine qui gifle quand on ment. Donc, comme il sait que sa femme ment beaucoup et son enfant aussi ment beaucoup, il a préféré prendre ça pour être à l'abri des petits jeux là. Ah, d'accord. Donc, il a amené ça à la maison, il s'en est déjà à 20h. Donc, son enfant qui est en classe de CM2 est revenu à 20h des cours et il lui a demandé où il était. Il a dit qu'il était en classe. La machine lui a donné 2 pets de gifles. Oh là là. Il lui a encore reposé la même question. Il a dit qu'il était avec les amis, il était en train de recopier les cours. Il a encore reçu 2 pets de gifles. Et il était obligé de dire la vérité. Il a dit qu'il était en train de s'amuser avec ses camarades. Le papa a commencé par crier que toi, tu as quel problème au juste? Moi, quand j'étais à ton niveau, je travaillais beaucoup. J'étais même le premier de ma classe. La machine lui a donné 4 coups. Oh là là. Vous n'êtes pas sérieux? La maman s'est mise à rire. Ça veut dire que le papa mentait. Le papa aussi mentait. Mais les parents, ils ont l'habitude, ils ont là d'être premiers dans tout pendant qu'ils étaient à l'école. Donc, il a reçu 4 paires de gifles. Oui, la maman s'est mise à rire. La maman continuait, elle dit, voilà, vous êtes vraiment de la même famille. C'est vraiment ton papa, c'est toi qui l'as mis au monde. Et il s'adresse au mari, c'est toi qui l'as mis au monde. Il a repris en même temps 3, 4, 5, 6, 7 gifles. J'ai pas compris. La femme reçoit des paires de gifles? La femme a dit, c'est vraiment ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde. Et elle a reçu 7 gifles. Oh là là. La famille est gâtée. C'est fini. Non mais sérieux. Or que sur la machine, il est écrit NB. Tant que la dernière personne n'avoue pas ce qu'elle a fait, Oh là là. chaque personne qui s'approche de la machine pour l'éteindre recevra des paires de gifles. Donc ils sont toujours là. Je ne sais pas celui qui va se qui va éteindre la machine. Merci beaucoup. Il faut de ces machines-là un peu partout aujourd'hui parce que
Vous l'avez dit, machine gâte les familles. Allez. Non, il y a un problème. Allez, mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Lui, il est également sur ce plateau déjà. Nous l'avons dit aujourd'hui. Nous ouvrons la lucane donc à nos artistes. Mais ce matin, il ne s'agira pas d'un chanteur, mais de quelqu'un qui fixe le temps. Le temps à travers l'image. Nous recevons aujourd'hui un photographe, Jennifer Sadjivi. Oui, un photographe qui fait du très bon travail, j'ai envie de dire, mais nous allons laisser les téléspectateurs eux-mêmes découvrir. D'accord. Alors, nous allons découvrir donc notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Darimage, c'est son nom d'artiste, puisque c'est un artiste. L'art au bout du focal, là au bout donc de l'objectif de son appareil photo. Darimage, bonjour. Bonjour, monsieur Sotoumé. Appelez-moi simplement Alain. Alors, ça fait plus convivial. Hein? Dites-nous, qui est Darimage? Darimage, c'est le nom d'artiste de Richard Dansou à l'état civil. Ah, d'accord. Et Richard Dansou, c'est un artiste photographe spécialiste du noir et blanc. Du noir et blanc. Vous, c'est votre touche, c'est ce que vous avez choisi de faire. Pourquoi avoir choisi le noir et le blanc? Il y a plusieurs raisons à ça, mais je peux dire que le noir et blanc, c'est d'abord l'ancêtre de la photographie, puisqu'on a commencé par là. Et le noir et blanc, c'est l'immortalité. C'est le type de photographie qu'on a certes connu dans le passé, qui est encore en vigueur d'actualité aujourd'hui, puisque nous admirons tous la beauté du noir et blanc. Mais c'est ce type de photographie qui, demain, même après-demain, sera toujours actuel. Et le noir et blanc, c'est tellement de charme que, vous savez, les couleurs, c'est certes bien à voir, mais les couleurs aussi ont un côté agressif. Et la beauté du noir et blanc réside dans ce dépouillement des couleurs qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Et c'est un boulevard d'émotions que le noir et blanc nous offre. D'accord. Je suis curieuse de savoir pourquoi avoir choisi la photographie. C'est vrai, c'est de l'art, mais nous avons très peu d'artistes photographes. Ils sont plutôt dans d'autres branches. Est-ce par passion, est-ce par contrainte que vous en êtes arrivé à la photographie? En fait, la photographie, j'ai développé cette passion auprès de ma maman, celle qui est devenue par la suite ma maman, puisque j'ai perdu mes parents très tôt. Et je l'ai toujours vu faire, et sans le savoir, j'ai chopé le virus. Et plus tard à l'université, j'ai commencé petitement la photographie, et sans soupçonner moi-même que j'avais une dose de passion, que cette passion pouvait grandir à ce point, jusqu'à un moment où j'ai décidé de tout laisser tomber pour m'y consacrer pleinement. Alors, Darimage, quand on regarde un peu, nous allons demander à la réalisation de nous laisser découvrir voilà, vos travaux, vos œuvres, votre local. Vous avez choisi de faire rien que du noir et blanc. Ces tableaux que nous sommes en train de percevoir, dites-nous, moi je vois un cadre, il y a du blanc, puis après il y a juste une ombre quelque part. Qu'est-ce que ça signifie? Le noir et blanc, pour moi aujourd'hui, c'est un style de vie. C'est pour moi une façon de regarder le monde. Et quand j'ai voulu monter mon studio, j'ai voulu d'abord en faire non seulement un lieu où on pourra faire des photos, mais une galerie. Et j'ai fait une exposition dont le thème, l'expo qui est en cours jusqu'à la fin de l'année, dont le thème est au-delà du visible. Oui. Et les clichés qu'on y retrouve, c'est les clichés qui retracent quelque part mon enfance, puisque j'ai grandi dans un village lacustre. Et plus tard, partout où je passe, quand je vois l'eau, quand je vois une pirogue, ça m'interpelle. Et sans le vouloir, j'ai commencé par prendre de façon éparse ces clichés et tout, jusqu'à un moment où j'ai commencé par me rendre compte de ce qui se dessinait sous mes yeux. J'ai constaté que j'avais progressivement constitué une œuvre dont les pièces du puzzle
ont pris corps en cette œuvre maintenant qui est au-delà du visible. Et c'est une façon pour moi de jeter un coup d'œil dans cet environnement. On voit généralement l'eau, la pirogue. Mais moi, j'ai essayé de montrer ma vision d'artiste, de montrer de façon dépouillée. J'ai montré le moins d'éléments possible pour que la personne qui regarde puisse imaginer même les autres détails que je n'ai pas montrés et que la personne aussi puisse contempler, puisse être apaisée en regardant cela. Alors, dites-nous, Richard Danso, qu'est-ce qui peut expliquer que l'on quitte un travail à la banque? Vous travaillez dans une banque de la place. Et puis un beau jour, vous êtes parti et pour vous consacrer à la photographie. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je pense que nous sommes tous en vie pour une mission. Si ce n'est que pour l'argent, on peut faire plein de choses. Mais en plus de l'argent, il faut faire ce pourquoi vous êtes pleinement appelé. Et à un moment donné, j'ai constaté que je suis appelé à la photographie parce que il y a une petite expérience que je fais régulièrement. Quand je photographie quelqu'un et que la personne s'écrie « Waouh, j'étais si beau que ça, waouh, j'étais si belle que ça », et ça, je l'ai plusieurs fois entendu, je l'ai plusieurs fois, et chaque fois que je suis face à de telles expressions, je me dis « Je rends heureux les gens à travers mon objectif ». Et quoi de plus beau que de faire quelque chose qui épanouit les gens, qui rend heureux les gens et qui nous rend nous-mêmes heureux. Et c'est en ce moment je me dis, si je peux faire quelque chose qui contribue à mon épanouissement et qui rend les gens heureux et qui participe à graver le temps, un travail que je peux faire aujourd'hui et qui peut inscrire le temps, les moments, les émotions pour l'éternité, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Vous parlez d'appel là, est-ce qu'il faut forcément de la vocation, une prédisposition ou lorsqu'on a envie, on peut juste s'y lancer et espérer des résultats? Je parle de l'art de la photographie. Je pense qu'il faut beaucoup plus s'écouter et savoir que ce qu'on fait, c'est un appel. Parce que dans tout métier, il y a des contraintes. Et les contraintes sont parfois tellement dures que quand ce n'est pas un appel pour vous, vous n'allez faire qu'abandonner. Mais quand c'est un appel pour vous, quand c'est une passion, quand cela vient du plus profond de vous-même, c'est les autres peut-être qui voient les difficultés, mais vous ne voyez pas trop les difficultés. Alors, est-ce que, en tant qu'artiste, vous vous figez seulement sur... C'est vrai, vous avez fait l'option du blanc-noir, mais est-ce qu'il vous arrive, au-delà de ce côté artistique, de faire comme tous les autres photographes, à savoir être sur des événements, fixer ces événements-là dans le temps? Est-ce que cela vous arrive? Évidemment. Le noir et blanc, ce n'est pas que dans un studio. Il m'arrive d'être sur des événements et tout, mais ce qui compte, quand vous pouvez être 1000 photographes sur un événement, mais à la fin, vous n'aurez jamais les mêmes clichés. Donc, ce qui compte, c'est la sensibilité, votre façon de regarder les choses, votre façon de rendre les choses. Et il m'arrive certes de prendre des événements même en couleur, parce que le noir et blanc, c'est la règle. Et parfois, les couleurs, c'est l'exception dans mon travail qui confirme la règle. Alors, quand on regarde vos œuvres, comme nous sommes en train de les voir là, avec la complicité de la réalisation, on a l'impression qu'il y a un élément important qui apparaît toujours, c'est la lumière. Quelle est la relation que votre travail a avec la lumière? La lumière, en photographie, je me plais à dire que c'est l'alpha et l'oméga. Et moi, j'ai peut-être eu la chance, quand j'ai commencé à l'université dans une institution culturelle, j'ai peut-être eu la chance, quand je ne maîtrisais pas grand-chose, d'être amené à prendre des photos de spectacles, de théâtre. Et j'ai aimé ce type de lumière, j'ai aimé ce minimalisme parfois dans la lumière et tout. Et je pense que cette expérience a fortement influencé ma pratique de la photographie, puisque aujourd'hui, il m'arrive même au studio de photographier comme si j'étais sur un spectacle de théâtre. Tout simplement. Oui, et la lumière, c'est partout où nous avons, en tant que photographe, on cherche à apprivoiser la lumière et on cherche à être complice de la lumière pour mieux faire de beaux clichés. Alors, vous êtes resté sur ce plateau à notre demande, Bratier, vous en tant que comédien, parce que la comédie aussi, c'est un métier. Vous n'êtes pas là seulement pour faire rire les gens et ça s'arrête là, mais vous pensez qu'il pourrait exister une relation entre la photographie et la comédie? Oui, forcément.
Parce que les œuvres, ce qu'on fait nous aussi, c'est des œuvres. On peut appeler ça œuvre. Oui, et absolument. il faut forcément avoir, comment on appelle ça? Il faut avoir des références. Parce que quand vous déposez par exemple des dossiers pour des appels à candidature et tout, on vous demande des photos de scène. Et vous avez forcément besoin de ça. Donc, sans ça, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'on fait appel à un professionnel. Voilà, du domaine pour pouvoir avoir ce que vous voulez. C'est vraiment important. L'impression que j'ai avec Darimage, par exemple, c'est que non seulement vous immortalisez le moment, mais j'ai l'impression qu'il y a un message qui se cache derrière chaque portrait. J'ai l'impression qu'il y a une émotion ou un message qui est transmis quand même. Est-ce que c'est fait à dessein? En fait, c'est ce qui doit être chaque fois qu'on prend notre appareil photo. Et c'est la sensibilité. C'est ce que le photographe, un artiste doit ressortir l'essence des choses et des êtres humains, des personnes, de tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est la capacité à voir les choses au second degré, la capacité à voir ce que les autres ne voient pas forcément et être le premier à leur révéler peut-être ce qui les entoure ou à révéler à quelqu'un une autre partie de cette personne qu'elle découvre peut-être à travers un cliché. Eh oui, Darimage, fixer le temps à travers les œuvres. Actuellement, vous avez une exposition que nous avons vue tout à l'heure de vos tableaux dans votre studio et une nouvelle saison semble arriver. Si je vous demandais de nous parler de vos projets. Bon, actuellement, par exemple, nous donnons la possibilité aux gens de revenir au studio de novembre jusqu'en décembre, de revenir au studio parce que moi j'ai constaté qu'il y a une très belle tradition qu'on avait avant qui a disparu. À la fin de chaque année, les parents allaient au studio, les familles allaient au studio pour passer du bon moment ensemble et pour prendre des photos qui restaient dans les albums photos de famille parce que une famille, par exemple, a un cycle de vie. La famille naît, grandit et s'éclate. Et les moments qu'on garde le plus et ce qui nous aide à garder ces moments, c'est les clichés que nous avons grâce au studio d'époque. Et le numérique, aujourd'hui, nous a fait oublier la nécessité de passer du bon temps dans un studio et de pouvoir en ressortir des clichés qui durent dans le temps. Et c'est pour ça, moi, entre autres, je donne la possibilité, depuis un certain nombre d'années, chaque fin d'année, j'invite les familles à revenir au studio pour se retrouver dans une belle ambiance. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'avec l'envahissement des smartphones, du numérique, comme vous le dites, les studios ont encore de l'avenir? En fait, les smartphones, c'est un piège parce que ça nous donne l'impression que nous avons des clichés. Mais nous n'avons pas forcément de grands clichés, c'est-à-dire des photos de forte émotion. Et de deux, le risque que ces clichés disparaissent par un vol de téléphone, par un virus, le risque, il est très grand. Alors que le photographe professionnel, il a l'obligation de garder des clichés, même parfois quand vous avez perdu et que vous lui demandez, lui les a pendant longtemps. Et l'autre chose, ce que le photographe professionnel vous fait vivre quand vous venez au studio, c'est parfois une expérience. C'est-à-dire, vous ne venez pas forcément pour une simple séance photo, mais il peut arriver qu'ils disent, ah voilà, cette séance photo, nous allons mettre en œuvre tel thème et tout, qu'ils décident de réinventer la séance photo autre que ce que vous avez toujours connu. Alors, Darimage, si aujourd'hui on vous demande, disons, de faire des propositions dans le monde culturel en général et le secteur de la photographie en particulier, quelles seraient vos propositions? Moi, aujourd'hui, je dirais qu'il faut donner à voir davantage de la photographie. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le gouvernement actuel fait des efforts pour promouvoir le tourisme. Mais à quel point on montre aux Béninois et même on donne la possibilité aux gens qui ne sont pas au Bénin de voir le Bénin. Parce que vous savez, ce qu'on montre, c'est la suggestion. Quand vous dites aux gens de venir voir votre pays, il faut leur suggérer cela à travers les clichés.
aujourd'hui, quand vous allez quand vous allez dans certains ministères, normalement, vous devez voir des photos. Quand vous allez, par exemple, au ministère de la Défense et tout, vous pouvez voir des portraits des gens qui ont eu à servir notre pays. Quand on prend, par exemple, ceux qui ont combattu les mercenaires, voilà, les mercenaires, est-ce qu'on a des clichés de ceux-là? Ceux-là, ce sont des héros. Mais on n'a pas des images d'eux, on ne voit pas suffisamment des clichés qui puissent nous inspirer, parce que le photographe, c'est un écrivain, il écrit l'histoire, et cette histoire, il faut qu'on donne la possibilité aux gens de voir et de lire cette histoire comme un repère. Est-ce qu'il existe des photographes qui ont travaillé sur le PLM Alejo complètement en ruine aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je connais un photographe qui a travaillé et qui a fait un travail abouti sur le PLM Alejo. Je connais un photographe qui a voulu faire ce travail. Actuellement, il a toutes les difficultés. Il y a tellement de patrimoine de notre pays qui mérite d'être conservé, d'être raconté. Et je pense que les photographes doivent être accompagnés, les photographes doivent être soutenus, parce que aujourd'hui, peut-être, on ne voit pas suffisamment la valeur de ce qu'ils font, et c'est normal, parce que dans le présent, on pense qu'on a d'autres priorités. Mais quelques années après, on se rend compte qu'on a besoin des pans de notre histoire, et ces pans, ça n'existe plus. Merci à vous, Darimage. La télévision, c'est le temps. La chef d'édition nous fait de grands gestes déjà. On va simplement souhaiter que Darimage continue cette belle aventure en blanc-noir et qu'il écrive tout simplement l'histoire, la suite de notre histoire, l'histoire de notre pays dans ses œuvres. Blatier, on va donc bouger un tout petit peu ensemble, Jennifer, Sativi. On va boucler la boucle, mesdames, messieurs, avec Oket Baya dans cette bonne ambiance. Et on vous laisse en musique et on vous retrouve très prochainement avec la même fidélité.